18h. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Juste après Fernand Kouakou, nous entamons cette dernière heure avec le bulletin Afrique. Bonjour Jérôme Kouakou. Bonjour Thierry Angeval. Le bulletin Afrique, on fait le tour du continent en quelques minutes et on commence par la République démocratique du Congo. Cette fois, c'est sans appel. Jean-Pierre Bemba ne sera pas candidat à la présidentielle le 23 décembre prochain. La Cour constitutionnelle a donné raison à la commission électorale lundi soir et confirmé ainsi l'inéligibilité de l'ancien chef rebelle en raison de sa condamnation pour subornation de témoins par la CPI. À ce stade, la Haute Cour a statué sur 4 des 6 recours qui ont été soumis et a suivi les réquisitions du ministère public. Sur les 6 candidats recalés par la CENI, 2 ont été repêchés. Au Niger, l'Union européenne a versé une aide de plus de 13 milliards de francs CFA pour l'aider dans la lutte contre l'immigration clandestine vers l'Europe et pour la sécurité intérieure. Explication de Denise de la Fafiette. Cette aide porte le montant total des soutiens budgétaires de l'Union européenne à plus de 33 milliards de francs CFA au premier semestre 2018. L'Union européenne promet un autre versement au cours du 4e trimestre de 2018. Début juillet, le président nigérien Mahamadou Issoufou avait jugé pas suffisant ce fonds fiduciaire mis en place par l'Union européenne pour lutter contre les migrations clandestines. Selon les statistiques européennes, environ 90% des migrants d'Afrique de l'Ouest traversent le Niger sur leur parcours vers la Libye et l'Europe. Mi-juillet, lors d'une visite au Niger, le Parlement européen s'était réjoui de la chute de plus de 95% du flux de migrants transitant par le Niger vers la Libye et l'Europe entre 2016 et 2017. Il avait assuré qu'un montant supplémentaire a été dégagé fin juin en faveur de ce fonds pour l'Afrique et doit être en grande partie affecté au soutien des efforts déployés par le Niger. Pour lutter contre les passeurs, Niamey a voté en 2015 une loi très sévère rendant leurs crimes passibles de peines pouvant aller jusqu'à 30 ans de prison. L'armée a multiplié les patrouilles contre les migrants, mais ce durcissement semble loin de décourager les migrants et passeurs. En 2017, des élus d'Agadez, la grande ville du nord nigérien et plaque tournante du trafic d'êtres humains, avait affirmé que le désert nigérien est devenu un véritable cimetière à ciel ouvert pour les migrants. Denise de la Fafiette. On retourne en République démocratique du Congo pour dire que plusieurs dizaines de militants du mouvement citoyen La Lucha ont protesté violemment contre l'utilisation de la nouvelle machine à voter devant les locaux de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Leur mouvement a aussitôt été réprimé par la police de Kinshasa. Ange Kouadio pour les détails. Ces manifestants ont été interpellés à travers le pays après des manifestations devant les sièges locaux de la commission électorale pour demander le retrait de cet appareil. Plusieurs inquiétudes et doutes persistent autour de cette machine. C'est un système de vote par écran tactile qui doit être mis en place pour la présidentielle du 23 décembre prochain. Une trentaine de militants, le drapeau congolais noué autour du front ou sur les épaules, se sont retrouvés devant la commission électorale dans le but de déposer un mémorandum avec ce slogan « Non à la machine à voter ». C'est devant cette même CENI qu'ils ont été interpellés. Ils n'ont donc pas pu déposer leur mémorandum. La police en a d'abord tiré 2 ou 3 dans un pick-up et rapidement les autres militants les ont rejoints d'eux-mêmes. C'est en continuant de chanter, poing dressé vers le ciel et sous les yeux des passants qu'ils ont été conduits toujours jusqu'au siège du commissariat provincial. Ils ont passé 1 heure environ avant d'être relâchés. Le chef de la police de Kinshasa les accuse d'avoir troublé l'ordre public et d'avoir cherché à se faire interpeller pour attirer l'attention. Le mouvement citoyen, la Lucha, voit dans ces interpellations le signe que le climat actuel ne permet pas d'organiser de bonnes élections et menace d'appeler au boycott du scrutin si le président de la commission électorale n'est pas remplacé et si ses revendications ne sont pas entendues. Mettons le cap à présent sur le Cameroun. Un militant des droits de l'homme est porté disparu dans la zone anglophone. Il n'a plus donné signe de vie depuis son séjour dans la ville de Kumba. Ses proches ont mené l'enquête auprès des autorités, mais sans succès. Adama Bakayoko nous explique. Franklin Monwa est le président de l'organisation des Frontline Fighters for Citizen Interests et membre du REDAC, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. La dernière fois que Franklin Monwa a donné des nouvelles à ses proches, c'était le 6 août dernier. Le président de l'organisation des FFC se trouvait alors dans la ville de Kumba, dans la région du sud anglophone. Il était en mission dans le cadre de ses activités de défenseur des droits de l'homme. Hervé Nzouabé,
activiste et membre de plusieurs plateformes de la société civile camerounaise, explique que ces activités consistent simplement à permettre aux individus victimes de violations de droits humains à avoir accès à la justice. Un membre des FFC qui a tenu à garder l'anonymat s'est alors rendu à Kumba. Il s'est renseigné à l'hôtel où séjournait Franklin Monwa, à la police et à la gendarmerie. Il n'a obtenu aucune information. Il s'est également rendu à la prison de Buea. En vain, pas de traces de l'activiste. Prochaine étape pour les organisations de défense des droits de l'homme, en appeler à l'armée camerounaise et au service de renseignement. Joint par RFI, le ministre de l'administration territoriale a déclaré ne pas avoir à ce jour d'informations sur cette disparition. On va parler santé à présent, nous rendant cette fois en Algérie. L'épidémie de choléra qui touche le pays depuis quelques jours a créé une vague de panique dans ce pays de l'Afrique du Nord. Pénurie, aliments boycottés, rués vers les hôpitaux. Les Algériens semblent déconcertés depuis l'annonce de cette épidémie. Diakité Ibrahim. L'épidémie de choléra qui touche 6 régions du pays, à savoir Bouira, Blida, Tipaza, Alger, Médéa et N'Delfla, a enregistré un vent de panique en Algérie. Les rumeurs sur l'origine de la maladie et la communication hésitante des autorités n'arrangent pas la situation. À Alger, les personnes rencontrées restent stupéfaites du dernier bilan de l'épidémie. 2 décès et 56 cas confirmés sur les 161 personnes hospitalisées depuis le 7 août, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé publiés le 27 août. Depuis l'annonce officielle de l'épidémie le 23 août par le ministère de la Santé et l'Institut Pasteur d'Alger, les spéculations vont bon train sur la source de la maladie. D'après les autorités, la contamination serait d'origine alimentaire et non hydride. Et certains consommateurs boutent donc les fruits et légumes, notamment les pastèques et les melons, soupçonnés d'être irrigués avec de l'eau usée. Les autorités sanitaires confirmaient la présence du vébrion cholérique dans une source de Hamar El Ain, une commune de la wilaya de Tipaza. Des recherches sont toujours en cours pour identifier d'autres foyers potentiels de la maladie. L'eau du robinet, elle, est saine, potable et de bonne qualité, assurait Ismaël Amirouche, directeur général de l'Algérienne des eaux. L'inquiétude reste palpable alors que la rentrée scolaire approche à grands pas. La ministre de l'Éducation nationale déclare qu'il n'y aura pas de report et que les élèves sont attendus dès le 5 septembre. Des mesures ont été prises contre le choléra, notamment en matière d'hygiène et de prévention, a-t-elle fait savoir. On termine notre périple en Somalie. Un kamikaze a fait sauter son véhicule près d'un bâtiment officiel du centre-ville de la capitale somalienne. Au moins 6 personnes ont perdu la vie et une quinzaine de blessés dans ce nouvel attentat perpétré à Mogadiscio, la capitale. Abou Silla nous en parle. L'attentat a suivi un mode opératoire des plus classiques. Un homme au volant d'un véhicule est arrivé près du bâtiment officiel de l'administration du district d'Al-Wadag dans le centre de Mogadiscio. Les soldats stationnés à l'entrée lui ont bloqué l'accès. Le conducteur a alors actionné la bombe qu'il transportait. Personne n'a donc été surpris lorsque les islamistes Shebab ont revendiqué l'attaque peu après, indique RFI.fr qui souligne que la déflagration a détruit le bâtiment du district d'Al-Wagad, mais aussi soufflé le toit d'une mosquée et endommagé plusieurs édifices alentours, notamment une école. Plusieurs enfants ont d'ailleurs été blessés, mais le bilan aurait pu être plus lourd. Heureusement que les élèves n'étaient pas à l'intérieur au moment de l'explosion, explique plusieurs témoins. Les attentats continuent donc à un rythme régulier alors que se pose de plus en plus la question du contrôle du territoire par l'armée somalienne. La mission africaine AMISOM, elle, réduit peu à peu ses moyens. Mogadiscio assure pouvoir prendre le relais. Mardi, par exemple, l'AMISOM a rendu aux Somaliens le contrôle du plus grand stade de la capitale après l'avoir utilisé pendant 7 ans comme base militaire. Mais le symbole s'arrête là. Beaucoup estiment que l'armée nationale n'est pas prête et qu'il est trop tôt pour désengager l'AMISOM tant la menace Shebab est encore forte. Ce dernier attentat en est un nouvel exemple. Actualité africaine, bulletin Afrique, ce qui est consacré au continent. Pour ce matin, s'arrête ici. Notre parcours aussi s'arrête pour ce matin. On a été très heureux d'être chez vous depuis 5 heures du matin. Merci à Valentin Kouassi. L'info revient à 9 heures. Excellente journée à vous tous. C'était le bulletin d'info présenté par Jérôme Kouakou.